a entendu parler du Ice Bucket Challenge, un défi qui fut très populaire en 2014 dans le but d'amasser des fonds et de sensibiliser le monde entier à la sclérose latérale amyotrophique. Saviez-vous que, grâce à l'impact des réseaux sociaux au Québec seulement, ce sont plus de 75 000 personnes qui y ont participé et 2,7 millions de dollars qui ont été amassés? Et qu'au total, ce sont 260 000 Canadiens qui ont donné généreusement, ce qui a permis de récolter 16,2 millions de dollars. Au pays, cela a permis de financer 34 projets concernant la maladie. Mais, malgré toute cette médiatisation, connaissez-vous réellement la maladie? La sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée SLA, est une maladie neurodégénérative grave, très invalidante et causant la mort. Au Canada, entre 2500 et 3000 personnes en sont atteintes. Selon la Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique, environ 2 personnes sur 100 000 sont diagnostiquées chaque année. La plupart du temps, la sclérose latérale amyotrophique n'est pas d'origine héréditaire. Les statistiques révèlent que les symptômes apparaissent généralement entre 40 et 70 ans et que les hommes seraient plus touchés que les femmes. La maladie fut découverte au 19e siècle par Jean-Martin Charcot, un médecin neurologue français. Les résultats de ses recherches ont été basés sur des observations cliniques et sur un travail méticuleux en laboratoire. Il a décrit et diagnostiqué les premiers cas de SLA en tant que maladie neurologique spécifique associée à une pathologie distincte. La maladie fut d'abord connue sous le nom de maladie de Charcot, terme qui est encore utilisé de nos jours pour désigner la maladie. Les descriptions originales de Charcot associant ces observations cliniques et pathologiques demeurent pratiquement inchangées encore aujourd'hui. La maladie neurodégénérative dont nous parlons porte différents noms. La maladie de Lou Gehrig, la maladie de Charcot, la maladie du motoneurone et la sclérose latérale amyotrophique. Dans cette dernière appellation, les caractéristiques de la maladie transparaissent davantage. Sclérose latérale fait référence au durcissement situé dans la colonne latérale de la corde spinale. Cette région est dure à la palpation sur les sujets d'autopsie. Cela est causé par la perte des motoneurones qui entraîne la dégénérescence des voies ascendantes corticospinales. Amyotrophique fait référence à l'absence de muscles qui résulte de l'atrophie musculaire qui s'amplifie tout au long de la maladie. La sclérose latérale amyotrophique peut se présenter sous plusieurs formes. Les plus communes sont la forme bulbaire et la forme spinale. Toujours selon la Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique, la forme bulbaire concernerait 30% des cas. Elle résulterait de la destruction des motoneurones dans la région cortico-bulbaire du tronc cérébral. On reconnaît cette forme par la difficulté des malades d'effectuer plusieurs actions requérant les muscles du visage, tels que manger et parler. La deuxième forme la plus connue est la forme spinale qui concerne 2 tiers des cas. Elle résulte d'une dégénérescence des motoneurones au niveau de la moelle épinière. De ce fait, les actions volontaires des membres principaux sont davantage touchées. Pour une meilleure compréhension des mécanismes neurologiques associés avec le contrôle moteur, voici quelques concepts de base du système nerveux somatique responsable du mouvement. D'abord, le contrôle et l'exécution des mouvements volontaires impliquent le cortex moteur primaire qui est situé dans la partie postérieure du lobe frontal. Ce sont les motoneurones qui permettent la transmission de l'information du cerveau jusqu'aux muscles pour la contraction. Nous distinguons 2 types principaux de motoneurones. Il y a les motoneurones supérieurs dont le corps se situe au niveau du cortex moteur. Ils forment ce qui est appelé la voie pyramidale dans le bulbe rachidien et se terminent dans la corne ventrale de la moelle épinière. C'est dans cette région que les neurones moteurs supérieurs transmettent l'information aux neurones moteurs inférieurs à l'aide d'une connexion synaptique. Parfois, la connexion se fait par l'entremise des neurones intercalaires dont le corps se situe tout près des neurones moteurs inférieurs. On appelle la voie pyramidale le trajet emprunté par les neurones moteurs supérieurs à partir du cortex moteur jusqu'à la moelle épinière. Certains axones des neurones supérieurs finissent leur parcours dans les noyaux moteurs des nerfs crâniens situés dans le tronc cérébral. Les neurones moteurs inférieurs de ces nerfs crâniens sont responsables du contrôle des muscles du visage. La destruction des neurones composant les faisceaux corticobulbaires est associée à la forme bulbaire de la SLA. Le corps des neurones moteurs inférieurs, quant à eux, se situe dans la moelle épinière ou dans le tronc cérébral.
Ce sont les seuls qui communiquent avec les fibres musculaires, les myocytes, pour provoquer un mouvement. Le cortex moteur communique également avec les noyaux gris centraux et le cervelet, qui ont un rôle majeur à jouer dans le mouvement. La sclérose latérale amyotrophique implique la destruction des neurones moteurs supérieurs et inférieurs. Ainsi, une sous-utilisation de ces muscles entraîne une atrophie. Les symptômes de la SLA sont donc associés avec les fonctions du mouvement volontaire. Avant de conclure qu'une personne est atteinte de la SLA, différents symptômes doivent être observés. Le diagnostic se fait tout d'abord cliniquement et ensuite un diagnostic électroneuromyographique est réalisé. Ce dernier permet d'écarter les hypothèses d'un diagnostic différentiel puisque les symptômes sont partagés avec d'autres maladies neurodégénératives et de donner des renseignements supplémentaires concernant les régions atteintes. Les symptômes sont divers. Plus la maladie progresse, plus la quantité de symptômes est grande et plus le nombre de muscles atteints augmente. Cette paralysie évolutive entraînera finalement une perte de la mobilité, une atteinte de la fonction respiratoire, de la difficulté à manger et à boire ainsi que des problèmes d'élocution. Cependant, une personne atteinte ne manifestera pas nécessairement tous ces symptômes et toutes les régions du corps ne seront pas nécessairement atteintes par la maladie. En effet, la progression de la maladie varie d'une personne à l'autre et selon la forme de la SLA. Comme nous l'avons vu précédemment, la maladie peut se présenter sous deux formes principales. Chez la forme spinale, la maladie débute par l'atteinte d'un membre. L'atrophie commence alors dans les mains ou dans les pieds pour évoluer progressivement vers les bras et les épaules ou vers les jambes et les hanches. Chez la forme bulbaire, ce sont les muscles de la bouche qui sont d'abord atteints. Bien que les deux formes soient distinctes au début, la maladie progresse presque toujours vers une forme complète, soit la combinaison de la forme bulbaire et de la forme spinale. Toutefois, quelle que soit la forme et la progression de la maladie, les fonctions sensorielles, sexuelles, digestives et urinaires ne sont pas affectées. De plus, les capacités intellectuelles ne sont que rarement affectées dans les cas de SLA. Malgré toutes ces années de recherche, les causes de la maladie ne sont pas vraiment connues. La SLA comporte une forme dite familiale qui touche environ 10% des cas et qui est héréditaire. La descendance directe de la personne affectée a une chance sur deux de la développer également. En addition de ces facteurs héréditaires, quelques causes possibles seraient une réponse immunitaire désorganisée qui pousserait le système immunitaire à attaquer certaines cellules du corps et qui tuerait des cellules nerveuses, un débalancement chimique comme de hautes quantités de glutamate souvent présentes chez les gens atteints de la SLA et qui sont toxiques pour les cellules nerveuses, mais qui, à concentration normale, agissent comme messagers chimiques dans le cerveau près des neurones moteurs. Il y aurait aussi une mauvaise gestion des protéines qui causerait une accumulation potentielle de protéines anormales et qui provoquerait la mort des cellules nerveuses. Récemment, des chercheurs ont découvert deux molécules qui pourraient faire partie des causes de la maladie. La première est la protéine C9orf72 qui nuit au processus d'autophagie, un mécanisme essentiel à la cellule lui permettant de se débarrasser de protéines, d'organites endommagés, ainsi que de recycler certains nutriments cellulaires. La seconde est la SOD1. Dans la maladie, du moins chez la souris, des agrégats SOD1 s'étendent rapidement dans les neurones moteurs et tout au long de la moelle épinière. Le même phénomène est supposé chez l'humain. Contre la SLA, les traitements sont très limités. L'espérance de vie suivant le diagnostic est de 2 à 5 ans. En ce moment, le seul traitement médicamenteux qui semble fonctionner est le Riluzole. Cette molécule permet l'inhibition de la libération du glutamate dans les terminaisons présynaptiques. Le Riluzole ne permet que de retarder le recours à la trachéotomie de 2 à 3 mois et il n'a aucun effet sur la force musculaire. De plus, plusieurs professionnels peuvent améliorer la condition de vie des personnes atteintes de la SLA, dont les médecins et des thérapeutes en réadaptation physique tels que l'orthophoniste, le physiothérapeute et l'ergothérapeute. Ces derniers ont un but commun, maintenir l'indépendance et l'autonomie de leurs clients. Pour favoriser l'autonomie du client, l'ergothérapeute évalue les aides techniques et les adaptations nécessaires au stade de progression de sa maladie. Il peut s'agir d'ustensiles adaptés, de ceintures de marche, de disques de transfert, de lève-personne, de chaises roulantes ou de supports pour le cou. De plus, il participe à la mise en place de plans afin de modifier la maison ou le véhicule du client.
Finalement, il enseigne aux clients et ses proches sur les différents processus autour de la maladie, les techniques pour minimiser la douleur et les différentes ressources disponibles pour assurer le bien-être du client. Afin de conclure sur une note plus positive, parlons d'un cas bien connu qui défie tous les pronostics médicaux depuis plus d'un demi-siècle. Il s'agit de Stephen Hawking, célèbre physicien, théoricien et cosmologiste britannique, connu plus particulièrement pour son travail révolutionnaire concernant les trous noirs et la relativité générale. Lors du diagnostic, il est âgé de 21 ans et les spécialistes ne lui donnent que quelques années à vivre. Malgré l'apparition des symptômes de la maladie, il termine son doctorat à l'Université de Cambridge, puis, de 1980 à 2009, il y est professeur de mathématiques. Aujourd'hui, le professeur Hawking est âgé de 74 ans. Il se déplace dans un fauteuil et communique à l'aide d'un appareil spécialisé.